Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 9 mai 2022 à la une ce soir. Si près et pourtant si loin, le FC Annecy a manqué une occasion d'être promu en Ligue 2 ce vendredi. Les joueurs de Laurent Guyot ont lourdement chuté face à Bourg-en-Bresse. Le match s'est tenu près de Lyon où se sont rendus Sébastien Germain et Lucas Ruche. Et puis en fin de JT, nous retrouverons nos invités du soir. Ils nous présenteront la série Un jour, un refuge qui sera diffusée sur notre antenne dès ce lundi soir. Entre montagne, gastronomie et belles rencontres, ils nous emmèneront à la découverte des massifs de France. Je vous le disais à l'instant, tout se jouera donc un vendredi 13. Le FC Annecy n'est toujours pas officiellement en Ligue 2. Le club de foot annécien s'est incliné 3-0 vendredi soir contre Bourg-en-Bresse. La dernière journée de championnat sera donc décisive ce 13 mai. Le FC, toujours deuxième du classement, rencontrera Sedan. Mais avant cela, retour en images sur ce match raté avec Sébastien Germain et Lucas Ruche. Plusieurs centaines de supporters du FC Annecy avaient fait le déplacement jusqu'à Lyon pour ce match délocalisé de la 33e journée de National, mais leur ardeur a vite été refroidie. En effet, malgré l'enjeu d'une montée en Ligue 2, les Reds n'ont jamais été en mesure de rivaliser face à leur adversaire du soir. En début de match, les deux formations s'observent sans se procurer de franches occasions. Survenus sur coup franc, les deux plus belles opportunités annéciennes ne trouvent malheureusement pas le chemin des filets. N'ayant plus aucun objectif sportif, les Bressans ont pu dérouler leur football en toute décontraction, ce qui permit à Garita d'ouvrir le score à la 34e minute sur cette superbe remise. Au retour des vestiaires, Garita toujours lui double la marque face à une défense passive. Ça fait déjà 2-0 pour Bourg-en-Bresse. En fin de rencontre, les Bressans enfoncent une bonne fois pour toutes le clou face à une équipe d'Annecy méconnaissable. En s'inclinant 3-0, le FC concède sa plus large défaite de la saison. Mais pas de quoi inquiéter son entraîneur Laurent Guyot, qui a déjà le regard tourné vers l'ultime rencontre de la saison. Moi, mon rôle, c'est de remobiliser tout le monde, puis surtout d'avoir des joueurs dans un stade, j'espère, avec beaucoup de monde, comme ça se profile. En plus, il y a un enjeu maintenant, donc dans une grosse ambiance pour pouvoir valider cette saison. Ça ne remet pas en cause la qualité de la saison, ça ne remet pas en cause la qualité du groupe. Ça ne met rien en cause. Voilà. Encore une fois, on est en train de parler d'un dernier match décisif pour la montée en Ligue 2. Le calcul est désormais simple pour les Rouges et Blancs. S'ils veulent regagner l'antichambre du football français 29 ans après l'avoir quitté, il faudra impérativement gagner ce vendredi contre Sedan. 74 vélos pour la Haute-Savoie, c'est le cadeau de Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France, au département très lié historiquement à la manifestation sportive. Ces vélos équiperont 10 clubs au Savoyard. Pour rappel, les communes de Morzine-Avoria, de Megève et de Châtel accueilleront des étapes de la Grande Boucle cet été. Le directeur du Tour a tenu par ce geste à remercier le département pour sa prise en charge du ticket d'entrée des communes candidates à l'accueil de l'événement. Il a souhaité également rendre hommage aux acteurs du vélo qui se battent pour défendre la pratique au quotidien. Je vous propose de l'écouter au micro de Perrine Aubert. L'année dernière, la deuxième tranche d'âge qui a le plus regardé le Tour de France, ce sont les 15-24 ans. Donc ça veut bien dire quelque chose. Quand j'évoque mes souvenirs d'enfance, la première fois où j'ai vu passer le Tour, en Haute-Savoie, au col de Cou, avec mes parents, mes frères et sœurs, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc quand on est gamin, il y a des souvenirs pour toute une vie. Donc c'est aussi ça. Le vélo était moins à la mode quand j'étais enfant, mais on se souvient tous, les gens de mon époque, de mon âge, du premier vélo qu'on a reçu. Voilà. C'est plus forcément le cas aujourd'hui, ce qui est un paradoxe total, puisque la bicyclette est de nouveau non seulement tendance à la mode, mais ça devient un mode de vie. Et bien qu'on puisse retrouver ça jeune tôt, parce que ce qu'on a jeune tôt, ça marque pour toute une vie. Et puisqu'on parle des jeunes, le premier festival de la jeunesse s'est déroulé il y a quelques jours à Annecy. L'objectif pour les élus était d'échanger avec ces jeunes, mais aussi de leur présenter le projet éducatif et familial de la ville. Ce dernier regroupe des propositions d'action autour de 9 thématiques qui touchent le quotidien des 0-25 ans. Santé, handicap, sport, culture, mais aussi et surtout éco-citoyenneté ont été au cœur des discussions. Pour animer les débats autour de cette notion notamment,
la ville avait invité Camille Etienne, une militante particulièrement active et suivie par les jeunes. Elle a répondu, tout comme le maire adjoint de la jeunesse, aux questions de Manon Toiti. On les écoute. L'éco-citoyenneté est un des grands thèmes de ce PEF, de ce projet éducatif et familial. Donc c'est un document cadre philosophique avec un plan d'action qui pose un cadre global sur l'ensemble des acteurs. Et parmi ces thèmes, il y a effectivement l'éco-citoyenneté qui permet de faciliter la prise de conscience des jeunes, des familles, sur le fait que ici, sur notre territoire, on a des droits et des devoirs en matière d'éco-citoyenneté. On est sur un territoire magnifique. On doit aussi d'en prendre soin. Et c'est aussi les générations futures qui vont prendre soin de ce territoire, qui vont avoir des idées pour nous aider aussi, à nous politiques, à prendre des décisions. Et donc c'est une thématique effectivement très forte de ce festival. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre en fait. Moi je viens aussi pour échanger avec des gens qui peuvent me dire qu'est-ce qui se passe sur le territoire, quels sont les enjeux ici, en quoi par exemple les stations de ski elles sont menacées, en quoi notre manière d'habiter le monde il va aussi menacer les emplois qui sont créés sur le territoire. Donc c'est tout ça un peu, j'ai envie d'apprendre des choses, pas que je suis pas que dans la posture de leur donner de l'info. J'ai aussi envie de savoir ce qui se passe ici, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble ensuite, j'espère, pour faire changer les choses. Un jour, un refuge, c'est le nom de cette série qui nous fait voyager à travers les massifs français. Et pour en parler ce soir, je reçois sur le plateau l'acteur Antoine Bonnefille-Roualet. Bonsoir. Bonsoir. Et Sébastien Laugier, fondateur de Phileas Images. Bonsoir. Merci d'être avec nous tous les deux. On va parler bien sûr de cette série, mais avant tout, un mot sur chacun de vous. Antoine, d'abord, vous êtes donc l'acteur principal, si on peut le dire comme ça, de cette série. Oui, l'acteur l'incarnant, plus ou moins. Il fallait y mettre quelqu'un quand même. La nature peut se suffire à elle-même, mais c'est toujours bien d'incarner quelque chose et puis surtout de partir sur les sentiers, d'avoir le sentiment de donner la main peut-être à des gens qui ont envie de découvrir la montagne autrement et puis être le transmetteur de quelque chose. On n'est pas là pour donner des leçons, mais on est simplement là pour transmettre. Et il fallait un personnage et je me suis porté volontaire. Voilà. La montagne, la nature, il me semble que ça vous parle déjà beaucoup. Vous êtes le fondateur également de l'association Basket au pied, qui aide les enfants hospitalisés à s'évader grâce à des casques de réalité virtuelle, donc justement avec des images de nature. Et puis vous avez été aussi animateur pour Trek TV, vous êtes trailer, il me semble aussi. Ouais, comment est venue cette passion pour la montagne au départ ? La passion pour la montagne, on grandit dedans, donc on est gamin, et puis c'est vrai le décor, il est là, on vit avec. Parfois, on ne s'en rend pas tellement compte. Et puis, en grandissant, on a besoin de considérer un petit peu plus les choses, de revenir un peu aux essentiels. Puis cet essentiel-là, c'est la nature, c'est la montagne. Donc, j'ai eu envie de bosser un petit peu avec elle, de me donner des chances de pouvoir la partager, la faire vivre aussi à d'autres personnes, au travers notamment du projet de basket au pied. Et puis, retourner en montagne après 4 ans d'aventure associative, qu'on maintient, qu'on continue toujours. C'était important de retourner avec un jour un refuge, chercher de nouvelles images pour en faire un programme qui est aussi solidaire, qui reverse ces images à l'association et puis de se dire que la boucle est bouclée parce qu'on est parti de la montagne pour aller voir ceux qui en avaient besoin et puis maintenant on y retourne pour pouvoir essayer de mettre quelque chose en exergue de sympa et puis de salvateur surtout. Sébastien Laugier, vous avez pris part à ce projet. Vous êtes le fondateur de Phileas Images. Vous êtes spécialisé dans la production d'images de sport outdoor. Vous faites des pubs, des magazines, des lives également. Comment vous êtes rencontrés tous les deux ? Eh bien, on s'est rencontrés chez Trek TV en l'occurrence et on a été mis en relation par notre productrice commune de l'époque qui voulait qu'on réfléchisse à un nouveau programme qui finalement n'a jamais vu le jour. Mais voilà, et on a tout de suite accroché. J'étais au tout début de l'aventure basket au pied. Les premières images pour les enfants venaient de chez nous, parce que nous, on utilise beaucoup de drones, etc. Donc forcément, on a tout de suite accroché à l'idée et on a tout de suite été pioché dans notre catalogue pour pouvoir faire voyager les enfants. Qui a eu l'idée de ce projet de série, Un jour, un refuge ? Je crois que c'est lui. Je dois être honnête, je crois que c'est lui. On n'a pas toujours que des bonnes idées, mais de temps en temps, on se dit mais qu'est-ce que je pourrais faire de chouette au cœur de mes montagnes ? Je sais que de nos montagnes, mais je sais qu'elles souffrent. Je sais que parfois les acteurs locaux ont aussi du mal à se faire entendre. Et je pense que cette montagne-là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la consommation et la surconsommation d'images, on ne l'utilise pas forcément à bon escient. Et puis je pense que on n'était pas là pour créer un programme d'influence, on était là pour créer un programme avec un petit peu d'édito et surtout essayer de retourner vers des choses simples, des fondamentaux, aller voir des gens
qui vivent dans les montagnes, qui vivent avec les montagnes, qui vivent pour les montagnes, et puis voilà, de leur tendre le micro d'une certaine façon, et puis d'essayer de mettre en valeur un petit peu qui ils sont, le travail qu'ils opèrent tous les jours au cœur des montagnes, et puis d'essayer d'être accessible aussi à tout un chacun, et notamment à vos téléspectateurs qui, pour certains, ne sont peut-être jamais allés dans certains refuges, ne connaissent peut-être pas les Pyrénées, les Vosges, le Jura, ou encore le Massif central, et voilà, l'idée c'était ça, et puis il y a 2 ans, on a lancé le projet, on l'a laissé un petit peu sous le bureau parce que il s'est passé ce qui s'est passé, et puis après on s'est lancé avec Sébastien, on s'est dit allez bingo, il y a un truc à faire. Puis d'un point de vue de producteur, si je le prends par le petit bout de ma lorgnette, on a regardé un peu ce qui se faisait, et finalement les refuges qui sont pourtant au cœur du dispositif montagne entre guillemets, personne n'en parlait de ces refuges, donc on s'est dit allons-y, et puis effectivement dès qu'on en parlait autour de nous, on avait un super accueil. Les gens sont très contents de venir voir et de voir un peu ce qu'il y a derrière et ce que ça veut dire d'être gardien de refuge, de faire à manger là-bas. Enfin voilà, il y a plein de choses à dire sur ces refuges. Est-ce que ça a été difficile d'y accéder? Parce que peut-être que si on n'en parle pas beaucoup, comme vous dites, c'est parce qu'on a cette idée qu'ils sont réservés à des gens qui pratiquent la haute montagne, ou que c'est assez reculé. Alors en l'occurrence, là, on a vraiment choisi des refuges qui sont très accessibles. Nous, il y a le refuge et la rando d'accès, ou la rando qu'on fait à partir du refuge qui sont mis en avant. Non, je pense pas que ce soit des choses inaccessibles. Je pense que quasiment tout le monde peut aller là où on a été et se régalera à y aller, quoi, dans tous les sens du terme. Hein. Oui, et puis l'épisode 3, notamment dans les Vosges, sur le refuge du Sauterets, c'est un refuge qui a opté depuis une quinzaine d'années pour l'accessibilité à la montagne pour tous. Et en fait, il le rend possible avec un accès en véhicule approprié depuis le bas, depuis Gérardmer. Et dans ce refuge qui porte le nom de refuge, on y croise des personnes à mobilité réduite, porteuses de handicap, quels qu'ils soient. Et en fait, ça redistribue complètement les frontières de l'outdoor, les frontières de la montagne. Et c'est ces refuges-là qu'on avait aussi envie de mettre en lumière. Le refuge du Goûter, effectivement, c'est très joli, le spot est incroyable, mais l'accessibilité est quand même plus compliquée, plus complexe, réservée à une certaine élite, qui est l'élite des alpinistes. Et non, là, on veut vraiment essayer de se dire qu'il y a des marges d'approche qui sont douces, qui sont réduites, et puis voilà, donner à tout un chacun l'envie d'impulser avec une paire de chaussures, et puis d'aller à la rencontre de ces acteurs de montagne, quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'on tenait à ce que ça ne soit pas que du ski de rando, par exemple. On voulait qu'il y ait de la raquette, parce que tout le monde peut faire de la raquette. Évidemment, le ski de rando, pour plein de raisons, on ne sait pas en faire, c'est cher, etc. Il y a des gens qui n'en font pas. Mais la raquette, c'est accessible à tous. Donc voilà, on tenait à ce que ça parle à tout le monde. Est-ce que vous connaissiez tous les endroits où vous êtes allé tourner ces premiers épisodes, ou est-ce que vous avez vous-même découvert des choses? Alors moi, j'en connaissais un, le refuge du Sauterets, et ça me tenait à cœur parce que Jean-Marie Hatton, comme je le disais tout à l'heure, a fait un travail remarquable autour du handicap. Les autres, on ne les connaissait pas. Et justement, ça a amené son lot aussi d'incertitudes, son lot de déceptions à des moments où on s'est retrouvé finalement avec une fenêtre météo qui glisse, et finalement on choisit plutôt un refuge dans les dernières 24 heures plutôt qu'un autre. On se rend compte aussi que les refuges, oui, l'idée de départ, c'est peut-être de vendre les plus beaux refuges de France, mais les refuges ne sont pas tout aussi beaux les uns que les autres. Par contre, le cadre dans lequel ils sont est joli, c'était ça qu'on voulait mettre en avant. Donc on a été surpris à plusieurs reprises, mais au final, c'est ça, la montagne, c'est des incertitudes, c'est des rencontres. Et je pense que c'est ce qui en ressort finalement, c'est l'humain, c'est les choses qui émanent de ce programme, qui sont beaucoup plus chouettes que la simple coquille dans laquelle on peut dormir un soir. Parce que finalement, ces gardiens-là ne sont pas que les gardiens d'un refuge, mais aussi les gardiens d'un territoire. Et ils se font aussi les gardiens de quelque chose de précieux, voilà, qu'est la montagne. C'est vraiment un concept, on en discutait avant l'émission. Il y a la montagne, la nature, le sport, mais il y a aussi la gastronomie et vraiment les rencontres. On sent que c'est l'élément essentiel de cette série. Est-ce que c'est aussi un melting pot de vos passions personnelles à tous les deux? Probablement, ça influence. Après, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce qu'il y a à raconter sur ces refuges et sur ces lieux. Donc une réflexion qu'on a menée ensemble et qui amène à un projet comme qu'on a voulu à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y a effectivement le film, ce que vous allez diffuser, mais autour, il y a tout un écosystème avec plusieurs rubriques, un podcast, voilà, donc on a créé un site internet. Et on est vraiment parti de zéro.
de rien du tout. Et aujourd'hui, petit à petit, ça fait son chemin et on a d'excellents retours des gens. Tout le monde adore, donc on est vraiment content. Ouais, on est content, c'est plutôt intéressant puisque les acteurs de la montagne, quand même, globalement, jouent le jeu. Et puis, encore une fois, l'approche, elle est à 360, elle est beaucoup plus éditoriale que dite d'influence. Et je pense que les gens ont besoin de ce retour un peu aux fondamentaux. Les recettes de montagne, elles nous font rêver et j'espère qu'elles feront rêver les gens au-delà des frontières de la Haute-Savoie, du Jura, du Massif central ou encore des Pyrénées ou des Vosges. J'espère que les citadins s'approprieront en fait ces petites recettes qui sont plus des rencontres, qui sont plus des moments de partage. Le podcast, c'est un peu l'écho des montagnes. C'est des gardiens qui parfois sont dans la souffrance aussi, ont besoin de le dire, ont besoin de pouvoir de pouvoir trouver peut-être un auditoire pour pouvoir faire passer certains messages. Et puis le geste, un jour un geste, c'est tout bête, mais au final, on pratique la montagne tous les jours et on la pratique d'une certaine façon en pensant que ce qu'on fait, c'est bien. Et puis parfois, de manière toute bête, on se rend compte qu'une zone de quiétude, il ne faut pas la traverser et on ne le sait pas ou peu. Et voilà, l'idée, c'est pas de donner des leçons, c'est simplement de transmettre des informations et d'essayer de ressensibiliser un petit peu les gens. Puis après la rubrique Un jour un sac, c'était plus... aujourd'hui, on a des partenaires, il faut les mettre en lumière, il faut parler un petit peu de leur matériel. Donc, on a créé cette rubrique et on explique comment partir, avec quoi, et puis la trace GPS, combien de litres d'eau on a utilisé, etc. Et c'est aussi une rubrique qui se veut être sécurisante pour des gens qui ne connaissent pas la montagne. Vous êtes tous les deux originaires de Haute-Savoie. Là, vous êtes partis un petit peu à travers la France. Est-ce que vous avez découvert d'autres cultures de la montagne, d'autres problématiques peut-être dans ces autres régions montagneuses ? Je vais laisser Antoine répondre parce que moi, j'ai pas été sur tous les tournages. La problématique, je pense qu'elle elle réside dans ce que reçoivent les gardiens de refuge. Depuis toujours, on monte dans un refuge. On vient pour y dormir, on vient en transit, mais aussi on vient à la rencontre d'un gardien, de ce qu'il est, de ce qu'il a à nous offrir comme information et autres. Et de plus en plus, la société et l'évolution de cette dernière, en fait, amènent les gardiens à de nombreuses contraintes, notamment sur les régimes alimentaires, sur je comprends pas, j'arrive ici, il n'y a pas de code Wi-Fi, vous n'avez pas de 4G, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. Et je pense que c'est très dur pour eux, cette confrontation avec une société qui est une société de néo-aventuriers, qui a envie de se tourner vers la nature, qui en a besoin, surtout après les 2-3 années qu'on a passées là. Mais la montagne, ça s'apprend, la montagne, elle se respecte, et je pense qu'eux, ils sont un petit peu les fesses entre deux chaises, et ils sont là, au cœur des montagnes, ils les aiment plus que tout, sinon ils ne seraient pas ici. Mais par contre, c'est vrai que ce flux qui monte d'en bas, parfois, peut être un peu problématique, et je pense que c'est aussi pour ça que nous, on a envie d'arrondir quelques angles, et puis de redorer le blason de ce qu'ils sont et de ce qu'ils représentent vis-à-vis de la société et vis-à-vis de la nature dans laquelle ils vivent tous les jours, quoi. On découvre tout ça donc dans votre série. Nos téléspectateurs pourront retrouver d'ailleurs le premier épisode Un jour, un refuge ce soir à 19h. Est-ce que ça va continuer ? Vous en êtes où là dans le tournage ? Alors là, on a fini l'hiver. On vient de sortir le dernier épisode hiver. Et on va pouvoir commencer les tournages été là sous peu. Et on a l'intention d'en faire 6 de plus avant l'hiver prochain. Merci beaucoup. On Merci espère qu'on pourra vous suivre. Merci Antoine Bonnefille-Roillet et Sébastien Logier d'avoir été avec nous et à bientôt. Merci. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Après la météo, rendez-vous dans les nuages dans votre émission Panorama. Nous vous emmenons cette semaine à la découverte du club de planeurs de Challes-les-Eaux et je vous retrouve demain à 18h pour un nouveau JT. D'ici là, très belle soirée sur 8 Mont-Blanc.